Bonsoir aux Nouvelles nationales d'APTN. Malgré tous mes efforts sur de longs mois pour atteindre cet objectif en lien avec le décès de Napa Raphaël, les informations que j'ai obtenues à l'époque sont restées fragmentaires. Début de l'enquête publique de la coroner sur la mort de Raphaël Napa-André en 2021, alors qu'il a été retrouvé sans vie dans une toilette chimique au centre-ville de Montréal. 50e anniversaire pour Femmes autochtones du Québec dans le cadre d'un grand sommet à Québec portant sur la défense des droits des femmes autochtones. Ça fait plusieurs années que je suis membre des Femmes autochtones du Québec. Et c'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter parce que je veux m'impliquer davantage avec les femmes. En entrevue, le chef réal Mackenzie de Matimekush-Lac-John qui rend hommage à Alexandre Mackenzie, un aîné décédé d'un accident tragique pendant la chasse à l'usage. Koué, bonjour. Je m'appelle Kijate Alexandra Veillette-Chizo. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je remplace Shushan Bacon pour cette semaine. La première semaine des auditions publiques de Raphaël André s'est terminée. L'enquête tentera de faire la lumière sur les circonstances qui ont mené à la mort de l'homme de Matimekush-Lac-John. Voici les faits saillants avec Maricela Amador. En janvier 2021, le corps sans vie de Raphaël Napa-André a été retrouvé dans une toilette portative à quelques pas d'un centre d'accueil à Montréal. Il avait été contraint de quitter ce refuge en raison des restrictions imposées par la COVID-19 et un couvre-feu en vigueur à l'époque. Chinette-Koumétine, M. André. Le coroner du Québec, Stéphanie Gamache, supervise l'enquête. Malgré tous mes efforts sur de longs mois pour atteindre cet objectif en lien avec le décès de Napa Raphaël, les informations que j'ai obtenues à l'époque sont restées fragmentaires. Malgré mon accès à un dossier médical fort volumineux, mais qui s'est avéré, au moment de l'investigation, incomplet. Gamache a déclaré que son enquête avait soulevé des questions pour lesquelles elle n'avait pas de réponse. Alors, elle n'avait pas pu finaliser son rapport pour la mort de l'homme de 51 ans, estimant qu'il était nécessaire de demander cette enquête. La directrice générale du Foyer des femmes autochtones de Montréal a assisté à la première journée de l'audience. I had the Raphael André Memorial Tent, so that was in reaction to his death. And we knew that during this curfew that people were going to die. So this is why, when it happened, that we came together. Dans son témoignage, un inspecteur de la police de Montréal a déclaré que rien sur les lieux n'indiquait qu'un crime violent avait eu lieu, ni aucun tiers personne ait été impliqué. So far, it's pretty emotional to hear how they're portraying him, and it's kind of stereotypical. Une policière de la sécurité publique a témoigné qu'au moment de sa mort, André faisait l'objet d'un mandat d'arrestation, car il aurait menacé un travailleur de première ligne en 2020. Would have liked to have heard about who he was as an Inuman. That was not brought. You know, who he was as a person, not necessarily his criminal record or the fact that he drank. Like, why aren't we talking about who he was? And why don't we look at all those contributing factors? Selon une professionnelle de la santé qui a traité André par intermittence, il souffrait d'alcoolisme sévère, d'anxiété et de troubles cognitifs dus à des traumatismes crâniens répétés. Elle a également déclaré qu'André avait reçu des soins et un soutien de la part des services à plusieurs reprises avant sa mort. D'après les témoignages des intervenants du refuge La Porte Ouverte, des travailleurs auraient proposé à André de lui appeler un taxi pour l'amener au refuge Projet Autochtone Québec, mais il a refusé. Cependant, Gamache a déclaré plus tard que c'était impossible de déterminer avec certitude si cette série d'événements a réellement passé. Un pathologiste a déclaré que la cause probable du décès d'André était l'hypothermie. Les témoignages se poursuivront cette semaine. Maricela Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. La semaine dernière, Femmes autochtones du Québec a tenu son grand sommet sur l'avenir de la défense des droits des femmes autochtones au Québec, tout en célébrant également son 50e anniversaire. Voici un reportage de Shushan Bacon. Le grand sommet s'est déroulé pendant 4 jours du 13 au 16 mai. Cris de ralliement pour s'encourager, se motiver. Environ 150 femmes issues des Premières Nations des différentes communautés à travers la province se sont réunies à l'hôtel Hilton à Québec. Des femmes des différentes générations et de différents horizons. Janice Ottawa est Atikamekw de Manoane. Elle est également enseignante.
Ça fait plusieurs années que je suis membre des Femmes autochtones du Québec. Et c'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter parce que je veux m'impliquer davantage avec les femmes. Étant membre depuis 30 ans, Ottawa affirme que Femmes autochtones du Québec a contribué à façonner la femme qu'elle est maintenant. Tout au long de la semaine, les participantes ont été réunies en petits groupes afin d'échanger sur différents enjeux qui les concernent. Marjolaine Étienne, présidente de Femmes autochtones du Québec, affirme que ce grand sommet se veut un endroit sécuritaire pour une réflexion collective. C'est vraiment un espace vraiment destiné pour elles, spécifiquement, pour qu'on puisse aller chercher le fond d'eux-mêmes sur les pistes de solutions ainsi que les besoins. Selon la présidente, dans le contexte du 50e anniversaire, faire un retour sur les événements qui ont marqué ces années était primordial, alors que les sujets à aborder étaient nombreux. Surtout ce qu'on entend, un environnement sécuritaire. Nos jeunes, les générations futures, l'éducation, la langue maternelle et culture. On a entendu depuis leur arrivée, c'est des choses qui les préoccupent grandement. Leadership et gouvernance aussi. Janice Ottawa ajoute que ce rassemblement l'aide à mieux contribuer dans sa communauté sur les enjeux qui touchent les familles, dont la langue et la culture. C'est très riche puis c'est très motivant pour nous de venir chercher ces outils-là au niveau social, culturel. Espace d'échange, espace de créativité et espace d'écoute. D'après la présidente de Femmes autochtones du Québec, le Grand Sommet est une action parmi tant d'autres représentant un point de départ au plan stratégique des années à venir. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Québec. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle_aptn en un mot et sur X au @nouvelle_aptn. Pour le Café de la Maison Ronde au Square Cabot à Montréal, l'été est la saison la plus occupée. Grâce à son approche d'entraide et sa place au sein des services communautaires, cet établissement représente bien plus qu'un café. Voici donc ce que j'ai préparé pour vous. Excuse me, sir? What do you take in your coffee? Black? No sugar, no nothing? Okay. Kellyanne Desrosiers est Inuk de Huartak au Nunavik. Elle travaille depuis maintenant 6 mois au Café de la Maison Ronde, situé dans le Square Cabot, au centre-ville de Montréal. Cet organisme offre une opportunité d'emploi pour des personnes autochtones en situation de précarité. Il est également géré par l'organisme L'Itinéraire. Parce que c'est autochtone. Moi, c'est ça que je voulais, me connecter avec les gens. Parce que vu que je suis née à Montréal, tu sais, j'ai besoin d'être dans la communauté. Là, il y a déjà le bon montant. Okay. Marie-Lou Maisonneuve, chargée de projet au Café de la Maison Ronde, apporte son soutien aux personnes comme Kellyanne désirant participer à cette initiative. Opérer la caisse enregistreuse, le petit ménage dans un café, tout ça, c'est des compétences, je trouve, concrètes qu'on donne aux gens, puis après, ça leur sert pour d'autres emplois, puis se réinsérer sur le marché du travail. Le Square Cabot est un endroit où plusieurs personnes de la communauté itinérante de Montréal se réunissent. Samuel Savoie, intervenant psychosocial pour le Café de la Maison Ronde, témoigne que des problèmes surviennent parfois. Moi, j'ai connu un Square Cabot quand même beaucoup plus agité que ça. Je dirais pas que les problématiques sont finies, je dirais qu'elles s'améliorent avec le temps. Your coffee. Ces gens-là ont juste une mauvaise passe, puis avec un peu d'effort, on peut peut-être essayer d'arriver à quelque chose d'un peu plus joyeux dans leur vie. Maisonneuve souligne que le café existe spécifiquement pour servir la population locale depuis 10 ans. On apprend aussi à être un peu comme une ressource pour le Square Cabot. On a des dons alimentaires à tous les jours. Donc, les personnes qui viennent à la fenêtre, ils peuvent venir demander des dons alimentaires. Avec l'option « Payer au suivant ». La prochaine personne qui va en avoir besoin peut choisir qu'est-ce qu'il y a de disponible et avoir ainsi, par exemple, un taco autochtone gratuit ou un BLT gratuit ou un café gratuit. Pour Kellyanne, travailler à la Maison Ronde l'a aidée dans ces périodes difficiles. Sortir de l'isolement de chez moi parce que j'ai eu un bébé, puis là, ça faisait 2 ans que j'étais chez moi, puis j'étais isolée, là. En plus de servir plusieurs produits autochtones, le café réunit aussi plusieurs personnes de différentes nations. Je te dirais qu'il y a beaucoup d'Inuits, il y a beaucoup d'Anishinaabe, il y a des Cris aussi. C'est ceux que je vois le plus, là.
C'est l'interaction avec la communauté que Kelly-Ann aime le plus, Your black coffee? puisque son travail lui permet de faire de nouvelles connaissances. OK. C'est ça, je remercie le café pour ça. Kijate Alexandra Veillette-Chizo, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Après la pause, les survivants d'un pensionnat demandent au Sénat de révéler des documents cachés. Soyez là. Re-bienvenue. Un juge de la Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective alléguant un sous-financement discriminatoire des services à l'enfance pour les jeunes autochtones. L'action a été intentée par 2 femmes inuites du Nunavik qui affirment avoir été victimes d'abus et de négligence après avoir été prises en charge. La plainte, introduite en février 2022, allègue que le Québec et le Canada ont été incapables de fournir des services de protection de l'enfance de base et d'autres services essentiels. Elle vise à réparer les traitements inégaux des Inuits et des personnes autochtones hors réserve au Québec. Dans une déclaration du cabinet d'avocats chargé de l'affaire, l'une des plaignantes, Tonya Jones, a déclaré qu'elle attendait avec impatience que son histoire soit racontée. Une fois de plus, les survivants d'un pensionnat notoire dans le nord de l'Ontario ont dû fournir des preuves. Cette fois-ci devant un comité sénatorial récemment créé. Fraser Needham était présent. Le Comité sénatorial des peuples autochtones examine les raisons pour lesquelles des instituts comme le gouvernement fédéral et l'Église catholique n'ont pas publié tous les documents sur les pensionnats en leur possession. Sainte Anne était un pensionnat à Fort Albany, en Ontario, tristement célébré pour sa brutalité envers les élèves. Il a fermé ses portes en 1976. Edmund Metatawabin, qui a survécu à Sainte Anne, affirme qu'il est frustrant que le gouvernement continue à se battre contre les survivants devant les tribunaux plutôt que publier les documents. They spent $6 million fighting us. $6 million that could have gone somewhere else more positive. If they spent $6 million to fight us, what is it that they're hiding? What is it that they're afraid of? Evelyn Korsmack est également une survivante de Sainte Anne. Les ententes de confidentialité représentent un autre problème, puisque le gouvernement a signé avec l'Église catholique pour permettre l'envoi des documents au Vatican sans l'autorisation des Premières Nations. We were mistreated, misled, and now we want justice. And it is disgraceful on Canada's part that they have spent $6 million fighting us and hiding documents and sending them to Rome. These documents belong here in Canada. L'avocat Faye Burning travaille avec les survivants de Sainte Anne. Elle exige une enquête approfondie sur les raisons pour lesquelles les fonctionnaires du ministère de la Justice ont retenu des documents de processus d'évaluation indépendante et de la Commission de vérité et réconciliation. What needs to happen is a proper inquiry and bring in the people who've made these decisions, have them testified and be tested under oath, because that's reconciliation, in my view, is when the internal processes, what happens behind the curtains. You draw back the curtains and let's see what's happening. What are the side deals? Where are they and who made them? And those people have to be held accountable. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Un rassemblement de 2 jours de survivants de la rafle des années 60 s'est tenu récemment à Winnipeg. Il était organisé par l'organisme Anish Corporation et la Southern Chiefs Organization. Comme l'indique Sierra Bittens, les survivants sont venus de partout pour assister à cette réunion. Carla Devlin a passé la majeure partie de sa vie à essayer de découvrir qui elle est. I didn't fit in the Western world, and I didn't fit in my own community, not knowing where I was from and who my people are. So that has been a difficult journey as far as who am I? Where do I belong? Clara Devlin est originaire de la Première Nation de Millbrook, en Nouvelle-Écosse, mais elle a grandi dans le système de protection de l'enfance de Toronto. Elle fait partie des centaines de survivants de la rafle des années 60 qui se sont rassemblés lors d'une conférence à Winnipeg à la fin d'avril. Organisé par l'Anish Corporation et Southern Chiefs Organization, le rassemblement Finding Our Spirits donne aux survivants du monde entier l'occasion de partager leur expérience et de reprendre contact. It should always be survivor-led,
and in anything that we do, and that's how this gathering came to be. And it turned out to be an international gathering because many of the children that were scooped during the 60 scoop went international. It's comforting for them to be able to hear one another's stories and to know that they're not alone in those experiences. Ravensong Gargan et Stephanie Anaka sont des survivantes qui ont voyagé jusqu'aux prairies en provenance de la 60 Scoop Indigenous Society de la Colombie-Britannique. Elles savent qu'il peut être difficile de renouer le lien. I've talked to some survivors who are just tired. You know, they're crying, they're hurt, they're stressed. They don't know where to turn, so they turn to our society. Get our records that are not all blacked out would be really helpful, and being able to have records that were not doctored or altered would be also helpful. We're finding there's a lot of 60 scoops that the records are not accurate. Tanya Ross, originaire de la nation Cree Opaskwayak, a grandi dans le système de famille d'accueil au Manitoba et en Alberta. Elle a traversé des épreuves, puis elle a subi des traumatismes au cours de cette période. Cela l'a amenée à avoir des démêlés avec le système judiciaire. Elle a fini par passer 20 ans en prison. I had to start rebuilding my life outside the walls of prison, and I just put one foot in front of the other. I didn't know how, but I had an amazing support circle. And I knew I wanted to give back to my community, my people, because of what I took. Aujourd'hui, Ross dirige un pavillon de ressourcement pour jeunes et fait des tournées en tant que conférencière motivatrice. Elle note que l'isolement qui accompagne la déconnexion est un thème récurrent chez les survivants de la rafle des années 60. We all have in common that when you're growing up in foster care, you know, in different foster homes and group homes and that, the loneliness of wanting to be with your family. And where's home? I had that question for so long, like, where's home? And my mom always told me, like, home is where you want to make it, my girl. Carla Devlin a passé les 5 dernières années à retrouver ses racines et toute une vie à se sentir perdue. Elle déclare qu'assister au rassemblement lui donne l'impression de rentrer à la maison. It's been really an emotional journey, but almost a bit like a homecoming, that family reunion that we never had. Un reportage de Sierra Bettens, Nouvelle nationale d'OPTN, Winnipeg. Au retour, Shushan Bacon s'entretient avec Réal McKenzie, le chef de Matumikush Lac John. Restez là. Re-bienvenue. En entrevue cette semaine, Shushan Bacon discute avec le chef de Matumikush Lac John, Réal McKenzie, lors de son passage à Québec dans le cadre de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Le chef McKenzie rend hommage à Alexandre McKenzie, un aîné de sa communauté décédé d'un accident tragique pendant la chasse à l'outarde. Les voici. Quoi, Réal McKenzie, bienvenue à Nouvelle nationale de la PTN. Quoi, je mange quoi? Réal, tu nous as invité des gens dans ta communauté la fin de semaine du 17 mai et cet événement-là a été reporté. Oui, malheureusement, Jack. Malheureusement, on doit quand même indiquer qu'il y a une mortalité, en fait 2 mortalités d'aînés, Jack, ce qui nous amène à reporter l'événement du 17, 18, 19 mai qui était prévu en fin de semaine prochaine. Donc, pour des causes de mortalité, on doit remettre l'événement. C'était quoi? C'est quoi tu prépares pour ta communauté? Tu t'invites beaucoup de personnes? Oui, c'est un grand événement parce que c'est des gens quand même connus, ces gens-là, là, de personnalité. Des gens qui ont eu des difficultés dans leur parcours de vie aussi. On parle du commandant Piché, l'ancien pilote d'Air Transat. Il ne faut pas négliger non plus qu'il a sauvé 330 vies à bord de son appareil d'Air Transat. Donc, Daniel Humour, on voulait faire de l'humour à travers tout ça. Évidemment, Florent Volant, très connu dans notre monde autochtone, qui était le 3e conférencier. On avait rajouté aussi des jeunes. L'événement, le centre de l'événement, c'est de sauvegarder la sobriété de nos jeunes quand ils sortent de thérapie. Donc, il avait demandé un endroit pour se réfugier, se partager, se soutenir, ce qu'on appelle la yourte, là. Et malheureusement, on doit le reporter encore une fois.
Un grand homme est décédé dernièrement à la chasse aux outardes. Est-ce que tu peux nous parler de cet homme-là? D'abord, Alexandre, il y avait 3 noms. Son vrai Alexandre Mackenzie, qu'on le connaît sous son nom de baptistère. Mais il y avait aussi Kandonagamish, le chanteur. Puis il y avait aussi Nabis. Moi, j'utilisais beaucoup Nabis. Donc, c'était la façon de le saluer par son nom que j'utilisais, Nabis. Qui était cet homme-là? Évidemment, c'est un grand chef traditionnel. C'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui ne savait ni écrire ni lire. Et à travers son expérience, il a appris le français, dans le tas, comme on dit. Il a fait des choses. C'était un grand défendeur de la culture, de nos traditions, la langue. C'est sûr, la langue, c'était important pour lui. D'un autre côté, quand je le regarde de la manière qu'il nous a quittés, je dis des fois c'est comme une belle mort pour lui, parce qu'il est mort dans son élément de chasseur, en train de chasser les outardes. La tragédie, c'est triste pour la manière qu'il est décédé. Il est tombé sous la glace. En fait, il a défoncé la glace en skido, qu'on me dit, puis que, bon, tant bien que bien, ils ont voulu essayer de le sauver, mais c'est avec l'eau qui est très froide, peut-être que l'hypothermie, tout ça, l'a pas aidé. Déjà qu'il n'était pas jeune, il était fragile en santé, sa femme aussi. Et Alexandre ne veut pas dire qu'en même temps, il ne faut pas oublier son talent de chanteur, de tambour. Comme je l'ai dit ici à l'Assemblée des chefs, j'ai toujours dit à Alexandre, dans les événements avant qu'il chante le tambour devant les gens, j'ai dit, Nabis, si tu me permets, je veux dire un message à notre communauté. Ou même à l'Assemblée des chefs, il est venu chanter le tambour à l'ouverture des réunions de chefs. Il avait dit, tu sais, Alexandre, si un jour tu nous quittes, puis c'est sûr que tu vas nous quitter, comme tout le monde, pour moi, la signification, c'est comme si notre tambour venait de mourir aussi dans notre communauté, parce que c'est le dernier chanteur traditionnel. Et je t'en parle, je suis au jeune, j'ai des frissons, j'ai des émotions, parce que le Tewagin, c'est un symbole sacré pour la nation Innu, notre peuple. Maintenant, il n'est plus, notre chanteur Alexandre Mackenzie. Voilà. C'est un homme politique aussi, qui a siégé, qui a eu ton poste pendant plusieurs années. Exactement. Moi, je l'ai connu dans les années 80. J'étais encore très jeune. Je commençais dans le pilotage, comme tu le sais, j'étais un ancien pilote d'avion. Et je l'écoutais. Je n'étais pas encore embarqué en politique, j'étais très jeune, mais il y avait des discours quand même assez éloquents venant du chef, l'ancien chef Alexandre Mackenzie. Et moi, par la suite, je me suis inspiré de lui. Le plus drôle, c'est qu'un jour, il est arrivé une élection où je devais me présenter contre lui. Et il l'a toujours bien pris par après, tu sais, puis il a pris sa retraite. Alexandre, il a toujours été très proche de mes idées, de ses idées. Il était quand même, il était encore président de Tchagabesh, il ne faut pas négliger, plusieurs années. C'est un homme qui est mort dans sa passion, défendre la cause de son peuple. Tu sais, il a adoré la politique, il a adoré tout le monde. Un homme simple, humble, d'humour. Alors, c'est ça le grand Alexandre qu'on vient de perdre il y a quelques jours. Voilà. Tchanashkamadan, Réal Mackenzie. Merci à vous. C'est ce qui conclut le bulletin des nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Kijate Alexandra Veillette-Chizo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Miigwech.